Et avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Merci. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble la correction du baccalauréat blanc numéro 1, qui a eu lieu donc au lycée Jeannot à Sens pour des élèves de terminale générale spécialité mathématiques. Alors c'est un des sujets qui a été proposé en date du 17 janvier 2024, sauf que à cette date-là, le lycée était fermé, donc il a été reporté d'une semaine au 24 janvier. Alors comme d'habitude dans les formats habituels, je ne mets pas le détail de l'énoncé, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai en détail comment on peut analyser de manière active un énoncé pour essayer euh, d'en tirer le maximum. Là, je vais simplement, dans cette vidéo, commenter, le corriger. Alors, rapidement, quand même sur le sujet, donc, il a été constitué de 4 exercices qui balayaient un petit peu tous les thèmes qu'on avait abordés depuis le début de l'année. Et on va attaquer tout de suite avec ce premier exercice qui était plutôt axé statistique et probabilité. Alors, dans ce premier exercice, je vais replacer un petit peu le contexte. Donc, on avait une enseigne de marketing enfin une chaîne de magasins qui désirait s'implanter dans une ville et en fait on allait aborder un petit peu le volet un petit peu statistique appliqué au marketing et donc du coup quels sont les outils un petit peu qui sont utilisés pour essayer de faire un petit peu de ce qu'on appelle des études de marché. Alors, les deux premières questions étaient essentiellement sur chercher des conditions pour avoir des échantillons satisfaisants. Donc, m'expliquer un petit peu la technique d'échantillonnage ici qui était utilisée. En gros, on sélectionnait 65 personnes et dans ces 65 personnes, on en recrutait 50, sachant que la ville était constituée de 40% de cadres, ce qui était la clientèle cible de la marque. La première question était de savoir quelle est la probabilité d'obtenir un échantillon où il y a exactement 40% de cadres dedans. Alors déjà, on va expliquer un petit peu pourquoi au dénominateur, ici on a 50 parmi 65. Eh bien, c'est parce que pour constituer l'échantillon, on choisit 50 personnes parmi les 65. Choisir 50 personnes parmi les 65, c'est bien prélever une partie de l'ensemble des 65 personnes sélectionnées. Et donc, on sait maintenant que le cardinal d'une partie, eh bien, c'est un coefficient binomial ici. Donc, c'est une partie de 50 individus sur les 65 personnes sélectionnées. Donc ça, c'est le nombre d'échantillons possibles. Dans ces échantillons-là, je vais dénombrer le nombre d'échantillons qui contient exactement 40% de cadres. 40% de 50, ça fait 20. Donc on veut le nombre d'échantillons qui contient 20 cadres parmi les 50 personnes. Et donc du coup, le nombre de cas favorables, si on peut le dire ainsi, c'est 20 parmi 50. Et donc du coup, la probabilité qu'on cherche, c'est 20 parmi 50 divisé par 50 parmi 65, ce qui revient à 0,227. Pour la question 2, on vous disait qu'un échantillon sera déclaré satisfaisant si la probabilité, pardon, si il a entre 38 et 42% de cadres, et on voulait la probabilité d'avoir un tel échantillon. Alors, en fait, c'est pas très compliqué si on utilise l'approche suivante, c'est-à-dire qu'on veut entre 38 et 42% de cadres. 38 et 42% de cadres, c'est en gros, si on a un échantillon de taille 50, c'est entre 19 et 21 cadres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Là, par exemple, chercher la probabilité d'avoir 39% de cadres ou 38,12% de cadres, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque 39% de cadres, rien que celui-là, par exemple, 39% de 50, ça ne fait pas un nombre entier. Donc du coup, le coefficient binomial n'est pas défini. Donc en gros, il ne restait que trois cas possibles. Soit il y avait 38% de cadres, et 38% de 50, c'était 19. 40% de cadres, et comme on l'a vu en haut, 40% de 50, c'est 20. Ou 42% de cadres, et 42% de 50, c'est 21. Donc en gros, on faisait le même calcul qu'à la question précédente. 1 pour 38%, 1 pour 40%, 1 pour 42%. Et toutes ces possibilités étaient bien distinctes les unes des autres, puisque quand on prélève 19 cadres exactement dans un échantillon de taille 50, on n'en prélève pas 20, on n'en prélève pas 21, on en prélève exactement 19. Donc là, on pouvait utiliser le principe de l'union disjointe. Donc on faisait cette probabilité plus cette probabilité plus cette probabilité, on obtenait 0,699.
Dans la question 3, on vous disait, on considère x la variable aléatoire qui, à un échantillon donné, lui associe la probabilité qu'il soit satisfaisant. Donc on note 1, l'événement, l'échantillon est satisfaisant, et 0, l'échantillon n'est pas satisfaisant, et on vous demandait de décrire la loi de x. Alors, décrire la loi de x ici, ça veut dire faire un tableau où on renseigne en ligne les valeurs prises par x, donc ici 0 ou 1, et les probabilités associées à ces valeurs. Alors, la probabilité que l'échantillon soit satisfaisant, on l'a calculé à la question précédente, c'était 0,699. Donc la probabilité qu'il ne soit pas satisfaisant, c'est le complémentaire à 1 de cette valeur-là, c'est-à-dire 0,301. Donc on obtenait cette loi-là, et ensuite, dans la question d'après, on vous demandait de calculer l'espérance et la variance. Alors l'espérance de x ici, c'est 0 fois 0,301 plus 1 fois 0,699, c'est-à-dire en gros la moyenne de ce tableau-là. Donc on obtenait ce calcul-là, donc ça fait 0,699. La variance, alors je rappelle la variance, il y a deux moyens de la calculer. C'est soit on fait valeur moins l'espérance au carré fois la proba, et on fait la somme de tout ça. Donc en gros, on fait la moyenne des écarts des valeurs, pardon, la moyenne des carrés des écarts des valeurs à la moyenne, hein, c'est la variance, ou on fait la moyenne des valeurs au carré moins la moyenne au carré, ou en tout cas l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Ça, c'est la formule de Koenig, donc c'est celle que j'ai appliquée ici. On fait 0 au carré fois 0,301 plus 1 au carré fois 0,699 moins 0,699 au carré. Donc on trouve à peu près 0,21. La question 5. Alors, pour la question 5, on vous disait, on considère une famille xi, alors i étant compris entre 0 et 260, une famille de variables aléatoires, toutes identiques, indépendantes et de même loi que x. Donc en gros, c'est comme si en fait on prélevait plusieurs échantillons, voilà, et puis qu'on regardait à chaque fois pour chaque échantillon, est-ce qu'il est satisfaisant ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et on notait Sn du coup la somme des xi, c'est-à-dire la répétition à l'identité indépendante de toutes ces variables aléatoires xn, et Mn, eh bien 1 sur n fois Sn. On vous demandait dans la question 5a de calculer E de Sn, V de Sn, et on va déduire E de Mn et V de Mn. Alors il faut savoir que là, c'est du coup. Voilà. C'est-à-dire que E de Sn, eh bien, c'est l'espérance de la somme des xi, sauf que comme les xi sont indépendantes ici, eh bien l'espérance est linéaire. Donc l'espérance de la somme des xi, c'est la somme des espérances des xi, mais comme chaque xi est de même loi que x, eh bien l'espérance de xi, c'est l'espérance de x. Donc du coup, cette somme-là, c'est comme si on faisait E de x plus E de x plus, etc., plus E de x n fois. Donc on avait n fois E de x, c'est-à-dire 0,699 n. Même principe, même raisonnement pour la variance de Sn. Hein. La variance de Sn, c'est la variance de la somme des xi. Encore une fois, comme tous les xi sont indépendants, la variance de la somme des xi, c'est la somme des variances de xi, mais comme chaque xi est de même loi que x, et bien là, c'est comme si on avait v de x plus v de x plus, etc., plus v de x n fois. Donc nv de x, c'est-à-dire 0,21 n. L'espérance de Mn, eh bien, c'est 1 sur n fois l'espérance de Sn, c'est-à-dire 0,699, puisque l'espérance de Sn, c'était 0,699 n. Donc là, les n vont se simplifier. Hein. En gros, il va vous rester 0,699. Et la variance de Mn, eh bien, c'est 1 sur n carré fois la variance de Sn, c'est-à-dire 1 sur n carré fois 0,21 n. Et donc, il y a un n qui va se simplifier avec un n en bas, et il va vous rester un n en bas, donc on a 0,21 sur n. La 5b, alors je vais détailler la 5b. En gros, on vous disait, on veut déterminer une valeur de n, c'est-à-dire un nombre d'échantillons suffisant, c'est-à-dire lorsque l'écart type de Mn est inférieur à 0,05, et on vous demande de déterminer la valeur minimale de n qui répond à la question. Alors, je vais détailler le calcul, parce que là, je ne l'ai pas vraiment détaillé, donc je vais le détailler sur une page à part. Donc, du coup, on se retrouve avec l'inéquation sigma de Mn inférieur à 0,05. Alors, du coup, on l'avait calculé à la question d'avant, donc alors, on avait calculé quoi? On avait calculé la variance de Mn. Alors, la variance de Mn, c'est 0,21 sur n. Donc, ce qui implique que l'écart type de Mn, eh bien, c'est racine de 0,21 sur racine de n.
Alors, en fait, ça fait racine de 0,21 sur n. Mais la racine de a sur b, ça fait racine de a sur racine de b. Donc, du coup, on se retrouve avec ce résultat. Donc, je vais réinjecter ce résultat. On obtient une équation 0,21, racine carrée de 0,21 sur racine carrée de n inférieur à 0,05. Donc là, on va travailler un petit peu cette inégalité-là qui est constituée de nombres uniquement positifs. Donc il n'y a pas de problème, ça ne va pas vraiment changer l'ordre. Là, on peut faire un produit en croix, il n'y a pas de problème. Donc on va obtenir racine carrée de 0,21 inférieur ou égal à 0,05 racine carrée de n. Ce qui nous donne racine carrée de n inférieur à racine carrée de 0,21 divisé par 0,05. Et donc du coup là, j'ai le droit de passer au carré sans changer l'ordre, parce qu'en fait ici, la fonction carrée, elle est croissante sur les nombres positifs. D'accord? Donc du coup, ça ne me renverse pas l'ordre. Si on avait des nombres négatifs, là, eh bien, on aurait dû renverser l'ordre parce que la fonction carrée, elle est décroissante sur les nombres négatifs. C'est ce genre d'argument qu'on oublie souvent, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le genre d'argument vraiment qui est important à mettre en lumière. Donc du coup, j'élève au carré, là, je vais avoir n supérieur à ce machin-là au carré. Voilà, donc racine de 0,21 sur 0,05 au carré. Et donc, du coup, on trouve n supérieur ou égal à 84. Donc, en fait, la valeur minimale de n qui répondait à la question, c'était 84. La question C, du coup, on vous disait, on admet que P de Sn égale à 0, c'était 0,320 puissance n, et on vous demandait quelle est la valeur minimale de n à prendre, quel est le nombre d'échantillons minimal à prendre pour que la probabilité d'avoir au moins un échantillon satisfaisant soit supérieure ou égale à 0,999. Alors, pour illustrer ce qui va arriver là, alors, ce qu'on veut, nous, c'est résoudre cette équation-là. C'est-à-dire que la probabilité qu'on ait au moins un échantillon satisfaisant soit supérieure ou égale à 0,999. Et c'est peut-être la transition de cette étape-là à cette étape-là qui n'est pas très claire. On va peut-être la détailler un petit peu. Donc, imaginez du coup que Sn prend un certain nombre de valeurs, et en fait, on peut prouver assez facilement que Sn prend les valeurs entre 0 et n. Pourquoi? Parce que soit vous n'avez aucun échantillon satisfaisant au minimum, soit vous avez n échantillons satisfaisants au maximum, et du coup, Sn prend toutes les valeurs entières entre 0 et n. Quelles sont les issues ici qui correspondent à Sn supérieur à 1? Eh bien, dès que vous en avez un, au moins, ça marche. D'accord? Donc, les événements, enfin les issues Sn égale 1, Sn égale 2, Sn égale 3, etc., Sn égale n, sont toutes des issues qui favorisent l'événement Sn supérieur à 1. Sachant que ici, vous avez l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire en gros l'ensemble de vos issues oméga, eh bien, il est de probabilité 1. Hein. Le fait d'avoir une issue d'univers, c'est de probabilité 1. Donc en fait, la probabilité de Sn supérieure à 1, en gros, c'est P de Sn égale 1, plus P de Sn égale 2, plus P de Sn égale 3, etc., plus P de Sn égale n. Ou, eh bien, c'est la somme de toutes les probas, vu que Sn a une loi, donc la somme de toutes des probas de toutes les issues, ça fait 1, moins la seule issue qui n'est pas prise en compte, c'est-à-dire celle-là, donc c'est bien P de Sn égale à 0. Et donc du coup, là, on se retrouve avec P de Sn supérieur à 1 qui est supérieur ou égal à 0,999 revient à dire qu'on a 1 moins P de Sn égale à 0 supérieur ou égal à 0,999. Donc de là, on remplace par ce que nous a dit l'énoncé, hein, P de Sn égale à 0, c'est 0,301 puissance n. On se retrouve avec cette équation-là qu'on va résoudre très calmement. Donc on va ajouter moins 1 de chaque côté, d'accord? On va ajouter moins 1 de chaque côté. On se retrouve avec moins 0,301 puissance n supérieur ou égal à moins 0,01. Mais du coup, comme on multiplie par moins 1, on change et on obtient bien cet ordre-là. D'accord? Ensuite, vous appliquez le ln de chaque côté. Donc à droite, on obtient ln de 0,01 puissance n. Et à gauche, on obtient ln de 0,301 puissance n. Mais avec la règle des ln, il y a le ln qui tombe devant. Donc on se retrouve avec n ln de 0,301 inférieur à ln de 0,001. Donc du coup, on va devoir maintenant diviser par ln de 0,301. Il ne faut pas oublier que quand a est une
strictement compris entre 0 et 1, eh bien ln de a est négatif. Donc ici, comme 0,301 est compris entre 0 et 1, eh bien ln de 0,301 est négatif. Quand vous allez diviser chaque membre de l'inégalité par ln de 0,301, eh bien vous allez devoir à nouveau renverser l'ordre. Donc on se retrouve avec n supérieur à cette quantité-là. Et cette quantité-là est environ égale à 5,75. Et donc c'est la valeur n égale 6 qui va convenir. L'exercice 2. L'exercice 2, c'était un QCM. Alors, pas vraiment un QCM. Oui, c'était un QCM. Mais la réponse à choisir, elle était à justifier. Donc, en gros, on donnait 4 questions. Il y avait 2 questions sur une première situation autour des fonctions, et puis 2 autres questions autour des suites, parce que c'était des, on va dire, c'était pas les 2 thèmes qui n'étaient pas abordés dans l'exercice d'après, mais au contraire, en tout cas pas pour les fonctions, mais en tout cas pour les suites, oui. Donc, il fallait bien qu'on case de quoi tester un petit peu des connaissances sur les suites. Alors, dans l'exercice 2, on vous donnait, pour la première question, une courbe. Et on vous disait de choisir parmi les affirmations suivantes. G de 1 est positif, G' de 1 est positif, G seconde de 1 est positif, et G est croissante sur R. Alors, vu la tête de la courbe, G n'était pas croissante sur R, c'était pas possible. G de 1 n'était pas positif, parce que clairement G de 1 valait moins 1, donc c'était négatif. Et G seconde de 1 n'était pas positif, parce qu'en fait, sur l'intervalle 0,7, la courbe était concave. Donc, en fait, par élimination, j'ai presque envie de dire, G' de 1 était bien positif. D'ailleurs, l'argument qui est avancé ici, parmi les réponses proposées, c'est la seule à être vraie en 1, la courbe de la fonction G, puisqu'elle est croissante, elle a une tangente de coefficient directeur positif, donc G' de 1 est bien positif. Donc c'était la réponse B. Pour la question 2, on vous disait, on reprend la courbe de la question précédente, une primitive grand G de cette fonction admet un minimum local en un réel A compris entre 1 et 2, un maximum local en un réel A compris entre 1 et 2, un maximum en x égale 4 ou un point d'inflexion en x égale 6. Alors, la bonne réponse, c'était la question A. C'était la réponse A, par contre. Alors pourquoi? En fait, localement, si on note alpha, en fait, la valeur telle que G de alpha vaut 0 et qui est comprise entre 1 et 2, si on regarde, eh bien, quand x est strictement plus petit que alpha et que x est compris entre 1 et 2, eh bien g de x est strictement négatif, petit g de x. Si x est strictement supérieur à alpha et toujours x compris entre 1 et 2, eh bien g de x est strictement positif. Or, le signe de petit g va vous donner les variations de grand G, d'accord? Parce que la dérivée de grand G, c'est petit g, d'accord? C'est la définition d'une primitive. Grand G est donc décroissante sur 1 alpha et croissante sur alpha 2. Donc si votre fonction est décroissante puis croissante, c'est qu'elle a bien localement autour de alpha, en tout cas, un minimum. Donc la réponse correcte, c'était la réponse A. Question 3. Donc on vous dit soit la suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 égale 3 et UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 1 demi. Alors, eh bien, on vous donnait 4 expressions de suite et on vous demandait de choisir la bonne. Alors la bonne, c'était la réponse D. Alors, j'ai eu des arguments qui étaient de dire, et là c'est peut-être moi qui ai un peu mal conçu l'exercice, bah écoutez, j'ai testé pour les 4, j'ai testé le premier terme, et à chaque fois, en fait, il n'y en a qu'une qui me donnait U0 égale 3, donc du coup, bah, c'était forcément la réponse D. Alors oui, ça marche ici, parce qu'il n'y en a qu'une qui vous donnait le 3. Mais en tout état de cause, c'est faux, et je vais essayer de redonner un petit peu l'argument que j'avais donné en classe quand j'avais fait le commentaire du corrigé. Imaginons qu'on vous donne la suite U0 qui vaut 0 et UN plus 1 égale UN. Voilà. Ça, c'est votre suite U. Puis on va prendre la suite V qui est définie par Vn. Vn égale moins n carré plus n moins. Juste moins n carré plus n d'ailleurs. Si vous regardez, donc ici, U0 vaut 0, U1 vaut 0, U2 vaut 0, donc là vous avez la suite constante égale à 0. Pas de problème. Si là vous regardez, V0 égale 0, V1 c'est moins 1 au carré plus 1, bah c'est super, c'est 0. Ah, bah on se dit, ah bah tiens, c'est super, dans les mêmes premiers termes. Donc Vn est la suite nulle. Eh ben non, donc ça marche plus pour 2, hein. V2 ça fait moins 2 au carré plus
2, ça fait moins 2, c'est différent de 0. Donc du coup, une observation, et c'est ça la chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que en règle générale, une observation sur les premiers termes ne fait pas office de preuve. D'accord? On pourrait conjecturer que Vn est égal à 0, et en fait, on trouve vite un contre-exemple. On prend le cas n égale 2, et en fait, on voit que ça ne marche plus. D'accord? En tout état de cause, là, une fois que vous avez choisi le candidat, il fallait prouver par récurrence que vous aviez bien la bonne expression. Et donc, c'est ce qu'on détaille ici. Hein. Donc, pour commencer, on procède par tâtonnement pour vérifier laquelle des quatre propositions génère les mêmes termes que la suite donnée dans l'énoncé, puis on procède par récurrence. Donc, la récurrence était vraiment pas difficile. Hein. Voilà. Donc, on démontrait ceci par récurrence, hein, que un c'était 1 plus 1 sur 2 puissance n-1. Donc, pour n égale 0, u0 vaut 3, et 1 plus 1 sur 2 puissance 0 moins 1, 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi, 1 sur 1 demi, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, hop, super, u0 est bien égal à ça, donc p de 0 est vrai, pas de problème. Si vous prenez K un antinaturel quelconque est fixé, on suppose PK vrai, c'est-à-dire que UK vaut ça, on veut démontrer que PK plus 1 vrai, c'est-à-dire que UK plus 1 vaut ça, et ensuite vous utilisez la relation de récurrence, hein, UK plus 1 c'est 1 demi de UK plus 1 demi, vous remplacez UK par qui est supposé vrai dans l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que UK vaut 1 plus 1 sur 2 puissance K moins 1. Et là, après, c'est que des calculs. Hein. Vous développez votre 1,5 ici, vous obtenez 1,5. Vous développez votre 1,5 ici, vous trouvez 1,5 fois 1 sur 2 puissance K moins 1, plus 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Et là, 1,5 fois 1 sur 2 puissance K moins 1, ça fait 2 puissance 1 plus K moins 1, donc 2 puissance K. Donc, pas de problème, P est héréditaire. Et donc, pour tout entier naturel n, un est bien égal à 1 plus 1 sur 2 puissance n moins 1. J'insiste encore une fois, d'accord, que quand vous faites une observation sur les premiers termes d'une suite, ce n'est pas suffisant pour quoi que ce soit pour une expression de suite, que ce soit pour des variations de suite. C'est pas parce que votre suite elle est constante au début qu'elle va forcément être constante tout le temps. C'est pas parce que votre suite croît sur les premiers termes qu'elle va être croissante tout le temps. Voilà, tout ça, ce sont des raisonnements qui sont archi faux, d'accord. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître ces démonstrations qui vous donnent en fait des démonstrations pour tout thème, d'accord, donc de vraies propriétés. Et la question 4, on demandait, ben, dans le cas où un est bien égal à la suite que vous avez choisie, quelle était la limite de un. Donc ici, si on trouvait la bonne réponse, qui était la réponse D à la question précédente, mais du coup la réponse était A. En effet, 1 sur 2 puissance n-1 est une suite géométrique de raison 1,5. Et comme 1,5 comprend entre moins 1 et 1, bien la limite de 1 sur 2 puissance n-1 quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc par somme, hein, ben, 1 plus un truc qui tend vers 0, ça tend vers 1. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'exercice 3. Pour l'exercice 3, on se plaçait dans un cube ABCDEFGH dont les arêtes étaient de longueur 1 et on étudiait quelques propriétés. Alors, très classique cet exercice, peut-être un petit peu moins sur la partie B, un petit peu plus exotique, mais la partie A était extrêmement classique et ça c'était quelque chose qui normalement devait être très bien fait et ça a été assez bien fait dans le cas général d'ailleurs. Alors partie A, première question, vous demandez de démontrer que les points E, B et G ne sont pas alignés. Alors normalement là, la technique ce serait de dire on calcule les coordonnées de B, on calcule les coordonnées de G, d'ailleurs vous les avez ici, hein, les composantes du vecteur EB, les composantes du vecteur G. Il suffit de vérifier que vous obtenez avec ces composantes un tableau qui n'est pas un tableau de proportionnalité, on voit très vite, hein. 1 fois 1 moins 0 fois 1, ça ne fait pas 0. Bon, ben voilà, hein. Les coordonnées de E, B et G ne sont pas proportionnelles, et donc E, B et G ne sont pas collinaires, et donc E, B et G ne sont pas alignés. Quand on est dans un cube, il y a par contre un argument qui marche tout le temps. Et bien, trois sommets distincts et quelconques du cube ne sont jamais alignés. Vous pouvez prendre n'importe quel triplet de sommets distincts qui ne sont pas alignés. Voilà, bah, ça c'est un argument qui marche, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Question 2. On vous demandait de démontrer que le vecteur DF est orthogonal au vecteur EB et au vecteur EG. Eh bien, on y va. Hein. Dans un exercice de géométrie dans l'espace, si on ne vous demande pas de justifier les coordonnées du cube, vous pouvez les avancer comme ça sans justification. Donc D, lui, il a pour coordonnées 0, 1, 0. F, il a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc on faisait DF, hein, on calculait les composants du vecteur DF, on trouvait 1, moins 1, 1. Et bien EB, pareil, hein, on trouvait 1, 0, moins 1 et EG, 1, 1, 0.
dès lors, on fait df scalaire b, donc on fait 1 fois 1 plus moins 1 fois 0 plus 1 fois moins 1, ça fait 0, hein, pas de problème. Et df scalaire g, on trouve 1 fois 1 moins 1 fois 1 plus 1 fois 0, pareil 0, donc le vecteur df est bien orthogonal au vecteur eb et eg. Question 3. On vous dit on note P l'ensemble des points n de coordonnées x, y, z de l'espace tels que En s'écrivent lambda eb plus mu eg. Et on vous disait, question 3a, justifie alors que x, y et z sont solutions du système x égale lambda plus mu, y égale mu, z moins 1 égale moins lambda. Alors n appartient à P si et seulement s'il existe lambda et mu appartenant à R tel que En, qui est le vecteur de composante x, y, z moins 1. Pourquoi? Parce que n est coordonnée x, y, z et que E est coordonnée 0, 0, 1. Donc ça fait x moins 0, y moins 0, z moins 1. X, y, z moins 1. Il vaut lambda EB. Le B, on l'a calculé plus haut, il fait 1, 0, moins 1. Donc c'est lambda fois 1, 0, moins 1 plus mu fois EG, donc 1, 1, 0. Et donc en fait, cette égalité vectorielle-là vous donne un système. D'accord? X égale lambda fois 1 plus mu fois 1, donc x égale lambda plus mu. Y égale lambda fois 0 plus mu fois 1, donc y égale mu. Et z moins 1 égale lambda fois moins 1 plus mu fois 0, c'est-à-dire z moins 1 égale moins lambda. Et question 3b, on déduire que si n appartient à P, alors x moins y plus z moins 1 égale à 0. Et si n appartient à P, x, y, z sont solutions du système précédent. Et donc si vous faites x moins y plus z moins 1, vous obtenez lambda plus mu moins lambda. Donc, tout ça s'annule et ça fait bien 0. Donc vous disiez dans l'énoncé que la réciproque était admise. C'est-à-dire que si on a un point x, y, z de l'espace qui vérifie x moins y plus z moins 1 égale à 0, alors ce point appartient à P. D'accord? Et ça, on en avait besoin dans la question juste après. On vous donne I, le point de coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. On vous disait vérifier que DI et DF sont collinéaires et que I appartient à P. Alors DI, eh bien, I c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. D c'est 0, 1, 0. Donc ça fait 2 tiers moins 0, 1 tiers moins 1 et 2 tiers moins 0. Donc 2 tiers moins 2 tiers, 2 tiers. Et DF, eh bien ça fait 1 moins 2 tiers, donc 1 tiers. 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et 1 moins 2 tiers, 1 tiers. Donc vous voyez que pour passer de DI à DF, on a simplement à multiplier par 2. Hein, pardon, pour passer de DF à DI, on a simplement besoin de multiplier par 2. Donc en fait, on voit aisément que DI, c'est 2 fois le vecteur DF. Donc, une égalité de cet ordre-là, ça prouve bien que les vecteurs DI et DF sont collinéaires. Et de plus, si vous remplacez les coordonnées de I dans l'équation de la question précédente, on trouve x, donc 2 tiers, moins y, moins 1 tiers, plus z, 2 tiers, moins 1. Et 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 1 tiers, plus 2 tiers, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. C'est après ce qu'on avait la question précédente. Point I, il appartient à P. Pour la partie B. Dans la partie B, on vous disait, on prend J, le point de coordonnées 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. À tout réel x de l'intervalle 0, 1, on associe le point M du segment DF tel que le vecteur DM s'écrit x fois le vecteur DF. On s'intéresse à l'évolution de la mesure en θ en degrés de l'angle EMB lorsque le point M parcourt le segment DF. Alors je vais faire ça ici. Donc en gros, on va essayer de visualiser la situation. Donc, je prends mon cube, hein, ABCDEFGH. Hop, hop. Alors par convention, je dis toujours à mes élèves, on ne va pas l'expliquer ici, mais en gros, il faut que les angles soient comptés avec une orientation positive. Donc en gros, l'origine de votre repère, il doit être dans ce coin là-bas, pour que vos sommets en fait tournent dans le sens trigonométrique. Donc du coup, ce qui vous donne une orientation positive des angles. Peu importe, hein, là je chipote un petit peu. Donc nous, on a ce repère-là. Donc, DM vaut XTF. Donc ça veut dire qu'en fait, on est sur cette droite-là. Votre point M est ici. D'accord? Et on veut chercher la position du point M qui rend l'angle EMB maximal. Donc, imaginons que je prenne un
ici, hop. Donc l'angle θ, c'est lui. D'accord? Alors, vous voyez qu'ils vont avoir des valeurs particulières quand M va être en D, quand M va être en F. Ça va être l'objet de la question suivante. Et donc, du coup, on s'intéresse à savoir quand ce point-là, il se balade entre les points D et F, hein, c'est lui mon point M. Quand M se balade entre les points D et F, eh bien, que fait l'angle? D'accord? Est-ce qu'il existe une position maximale? Ça va être ça la question. Alors, si le point M est confondu avec le point D, ça c'est l'objet de la première question, que se passe-t-il si M est confondu avec D et avec F? Alors, que vaut θ dans ces cas-là? Si M est confondu avec le point D, alors on va la visualiser sur la figure précédente, θ du coup c'est la mesure de l'angle EDB qui est ici. D'accord? Je vais le faire en rouge, hop, pour qu'on puisse le visualiser un peu mieux, hop. Donc c'est cet angle-là. Sauf que si on regarde, ben, le triangle EDB, vous voyez, ED c'est la diagonale de la face de derrière, c'est une diagonale de la face de derrière, BD c'est une diagonale de la face du bas, EB c'est une diagonale de la face de gauche, donc c'est trois diagonales de face du cube qui sont toutes identiques, donc ce sont trois longueurs égales. Donc en fait là, EDB c'est un triangle équilatéral. Donc il n'y a pas le choix là, l'angle d'être égal à 60 degrés dans ce cas. Si M est confondu avec F, donc du coup on a cet angle-là, bon, un pur argument géométrique, hein, voilà, là, vous avez angle droit, donc 90 degrés. D'accord? Là, on n'avait peut-être même pas besoin de faire, j'ai vu beaucoup d'élèves, là, quand j'ai corrigé, qui m'ont fait, alors c'est très bien, hein, norme de D, norme de DB, ils ont fait le calcul, ils sont passés par la formule du produit scalaire, ils ont calculé le D scalaire DB, hop, 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 ils ont trouvé 60, pareil pour un jeune, mais c'est vraiment, c'est chronophage. Parfois, l'argument géométrique est beaucoup plus rapide. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, quitte à faire son petit dessin et dire, ben voilà, on voit que là, on a un triangle équilatéral, il faut bien l'expliquer, mais il ne faut pas hésiter à le faire. D'accord? Je pense qu'on rendre les choses visuelles, surtout en géométrie, c'est quand même important. Question 2. On vous disait, démontrer que les coordonnées x1 moins x. Alors, xm, ym, zm. Ben, c'est les coordonnées du point M. Du coup, le vecteur dm, c'est xm-0, ym-1, zm-0. C'est xm, ym-1, zm. De plus, df, c'était 1 moins 1, 1, donc xdf, c'est x moins xx. Du coup, l'égalité dm égale xdf se ramène à ce système-là. Donc, du coup, on trouve xm égale x, ym égale à moins x, zm égale x. Donc, du coup, on a bien les coordonnées de m qui sont ici, x1 moins x. La question 2b, très calculatoire, je ne vais pas m'étaler beaucoup. Simplement, quand vous faites ME, je vais peut-être détailler ME, hop, si je détaille le calcul de ME ici, donc c'est 0, 0, 1, moins, alors x, et là, beaucoup ont oublié cette parenthèse-là, celle que je viens de mettre ici, d'accord? Et cette parenthèse-là, elle est essentielle, parce que si vous ne la mettez pas, vous trouvez moins 1, moins x. Or, en fait, bien, les coordonnées, c'était moins 1, i moins x, moins 1 plus x, 1 moins x. Voilà. Et si vous aviez moins 1 moins x, là, tous vos calculs tombaient par terre et tout devenait faux. Donc, surtout aussi, faites attention, soyez vigilants avec les calculs. Dès que vous remplacez une quantité, par exemple, là, votre y, dès que vous le remplacez par une expression, l'expression est par entre parenthèses, tout de suite. Voilà, vous ne posez même pas la question. MB, on trouvait exactement le même résultat. Et donc, du coup, en fait, ME scalaire MB, c'était norme de ME fois norme de MB fois le cosinus de l'angle EMB, sachant que norme de ME, c'était norme de MB. Voilà. Parce qu'en fait, si je reviens sur la figure précédente, DF, alors si le point M est sur un segment DF, en fait, le triangle EMB est toujours isocèle en M. Voilà. Donc, alors ça peut se prouver, hein. Là on l'a fait d'ailleurs, on l'a fait par le calcul, ça peut se prouver, hein. Vous calculez EM, vous calculez MB. Alors, ça peut se prouver aussi du fait que là, quand on observe
les coordonnées en fait à une permutation près, on a les mêmes coordonnées, on a la même norme, forcément. Donc la norme du vecteur ME, donc ça fait racine carrée de 3x carré moins 4x plus 2. ME scalaire MB, vous faites le produit scalaire, vous calculez, vous trouvez 3x carré moins 4x plus 1. Donc là, vous substituez, le cos θ, c'est cosinus de l'angle MB, c'est ME scalaire MB sur norme de ME fois norme de MB, donc c'est 3x carré moins 4x plus 1 sur racine carrée de 3x carré moins 4x plus 2 au carré. Donc du coup, on trouvait bien l'expression qui était donnée dans l'énoncé. La question 3. Donc vous donnez ci-dessous, vous donnez en dessous le tableau de variation de la fonction f qui est définie sur 0,1 par f de x égale ça, justement. Donc en fait, en gros, c'est cos θ. Et on vous demandait, question 3a, de déterminer les positions du point M pour lesquelles le triangle ELB est rectangle en M. Alors déjà, on avait une réponse, c'était le point F, parce que EFP était droit, on l'avait prouvé dans la question 1. Il y avait une autre position du point M qui marchait, c'était soit donc pour x égale 1, soit pour x égale 1 tiers. Alors, soit les valeurs, on les trouvait en résolvant 3x carré moins 4x plus 1 égale 0, soit on les lisait depuis le tableau. Or, pour cette dernière valeur, si vous substituez x par 1 tiers dans les coordonnées de M, vous trouvez 1 tiers, 1 moins 1 tiers, 1 tiers, ah bah tiens, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, c'était le point J. Donc en fait, le triangle JEB était également rectangle en J, comme le triangle DEB, FEB, pardon, qui était rectangle en F. Donc en fait, on avait deux solutions, on avait soit le point F, soit le point J. La 3b, c'était la valeur de x qui rend l'angle θ maximal. Et bien l'angle θ est maximal, on vous donne une indication dessous, lorsque le cosinus de l'angle θ est minimal. C'est-à-dire en gros quand la fonction f atteignait son minimum, et elle atteignait son minimum en x égale 2 tiers. Soit au point de coordonnées, 2 tiers, 1 moins 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, ce qui est le point I qui est défini dans la partie A. En ce qui concerne l'exercice 4, alors c'était un exercice où on étudiait l'évolution d'une population de crevettes et on mesurait en fait la masse de cette population. Alors au départ, la population était de 100 tonnes, la masse de la population était de 100 tonnes, et compte tenu des conditions de reproduction et de prélèvement, on modélise la masse de la population de crevettes, donc exprimée en tonnes, en fonction du temps, qui lui est exprimé en semaines, par la fonction fp définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par fp de t, c'était 100p divisé par 1 moins p exponentielle moins pt, où p est un paramètre strictement compris entre 0 et 1, qui dépend des différentes conditions de vie et d'exploitation des crevettes. Alors, c'était séparé en 4 parties. La première partie, c'était simplement de vérifier justement que le modèle était cohérent en regardant en exploitant 2-3 informations, en recherchant 2-3 informations. Alors, notamment la première, c'était de vérifier que initialement, quelle que soit la valeur de P, initialement, on avait bien une masse de 100 tonnes, donc il fallait calculer FP de 0. FP de 0, on remplaçait T par 0. Au dénominateur, on avait donc exponentielle moins P fois 0 qui faisait 1. Donc FP de 0 faisait 100P sur 1 moins P. Et 1 moins P, ça fait 1 moins 1 plus P. 1 moins 1 fait 0, donc ça fait 100P sur P, donc ça fait 100. Donc on a bien une masse initiale de 100 tonnes. Pour la question 1b, on rappelle que P est compris entre 0 et 1 strictement, et on demandait de démontrer que pour tout nombre réel T positif, 1 moins P exponentielle moins Pt était supérieur à P. Alors, le fait que P soit compris entre 0 et 1, si on retranche P à tous les membres de l'inégalité ici, on se retrouve avec moins P, plus petit que 0, plus petit qu'un moins P. Et d'autre part, la fonction qui a T associée exponentielle moins Pt est strictement décroissante sur 0 plus infini. 2 exponentielle 0, T égale 0, donc qui vaut 1, à 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de ce que vous voulez, c'est toujours strictement positif, et quel que soit ce que vous voulez, si vous voulez, donc quel que soit l'exposant de l'exponentielle. Donc ça décroît de 1 à 0, ce machin. Donc, on en déduit que, alors là c'est mal ressorti d'ailleurs, il doit y avoir une erreur, exponentielle moins pt
Là, j'ai remarqué qu'il y avait quelques erreurs, là, donc je vais essayer de corriger. Hop, exponentielle moins pt, lui, il est plus petit que 1. Donc, multipliant par le nombre positif 1 moins p, et bien, 1 moins p exponentielle moins pt est inférieur à 1 moins p. Et donc, du coup, 1 moins exponentielle moins pt, en travaillant un petit peu sur cette inégalité-là, ben, on se retrouve à bien avoir que c'est supérieur ou égal à p. Vous allez me dire comment on interprète ce résultat. Alors, du coup, pas grand-chose, mais ce résultat va nous permettre de bien justifier que la masse évolue toujours entre 0 et 100. Alors, vous demandez de prouver dans la question d'après que fp de t est toujours compris entre 0 et 100, quelle que soit la valeur de p, quelle que soit la valeur de t. Donc, ce résultat-là, le fait que 0 est plus petit que p, qui est lui-même plus petit que 1 moins p. Alors ça c'est faux. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Hop, oublié. Donc ce résultat-là, qui dit que 1 moins p exponentielle moins pt est supérieur à p, ça donne en passant à l'inverse 1 moins p, 1 sur, pardon, 1 moins p exponentielle moins pt, strictement positif et strictement plus petit que 1 sur p. Nous, en multipliant par 100p, eh bien, 100p fois 0, ça fait 100p, strictement plus petit que 100p sur 1 moins exponentielle, 1 moins p exponentielle moins pt, strictement plus petit que 100p sur p. Hop, les p s'en vont, et donc du coup, on a bien prouvé que fp de t est compris entre 0 et 100. Question 2. On prenait un cas particulier, on prenait le cas p égale 0,9 et on voulait savoir ce qui se passait dans ce cas. Donc du coup, on obtenait la fonction f09 qui est définie sur 0 plus infini par f09 de t, c'était 90 sur 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t. Alors 90, pourquoi? Parce que 100 fois 0,9, ça fait 90. Le 0,1 ici, c'est le 1 moins 0,9, donc qui fait 0,1, et puis le p, 0,9. Déterminer les variations de la fonction f09. Il fallait calculer la dérivée. Alors la fonction f09 est de la forme a sur u. Alors le a c'est 90 ici. U c'est 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t. Et du coup, de dériver moins au' sur u carré. Et u' c'était moins 0,1 fois moins 0,9 exponentielle moins 0,9t, c'est-à-dire 0,09 exponentielle moins 0,9t. Donc sur 0 plus infini, eh bien on avait f09' de t, c'était moins 90 fois 0,1 fois 0,9 exponentielle moins 0,9t sur 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t, le tout au carré. Donc on trouvait moins 8,1 exponentielle moins 0,9t divisé par 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t au carré. F' de 0,9t, du coup, quand on regarde, il y a un moins là, donc c'est l'opposé d'un quotient de nombre qui ici est strictement positif. Le numérateur c'est 8,1 fois l'exponentielle de quelque chose, c'est positif, et le dénominateur c'est un carré, c'est positif. Donc f09' c'est l'opposé d'un nombre positif, donc c'est un nombre négatif, donc votre fonction f09 est bien décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question B. On vous demandait de démontrer que pour tout nombre réel t positif, f09t est toujours supérieur à 90. Alors si t est positif, bien exponentielle moins 0,9t est toujours compris entre 0 et 1. Ça c'est toujours vrai dans le cas de l'exponentielle, d'une puissance négative ici, alors t est positif. Donc si on multiplie par moins 0,1 de partout, on trouve 0 fois moins 0,1 qui fait 0, plus grand que, parce qu'on multiplie par un nombre négatif, moins 0,1 exponentielle moins 0,9t supérieur à moins 0,1. Et ainsi, si on ajoute 1 de partout, on trouve 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t, compris entre 0,9 et 1. Ainsi, pour obtenir f09, on divise par 90 un nombre compris strictement entre 0,9 et 1, donc f09t compris entre 90 et 100. Et on vous demandait d'interpréter les deux derniers résultats dans le contexte de l'exercice. Eh bien, le fait que la masse décroît et qu'elle est toujours comprise entre 90 et 100, ça prouve que la masse des crevettes va décroître de 100 tonnes à 90 tonnes dans le cas où P est égal à 0,9. Retour au cas général pour la question 3, on vous demandait d'étudier la convexité de la fonction fp. On vous demandait de prouver que pour tout p, fp est convexe sur 0 plus infini. Alors, on vous demande de donner l'expression de f seconde p. Alors, f seconde p, ça va être 100 p cube
1 fois 1 moins P exponentielle moins PT fois 1 plus 1 moins P exponentielle moins PT divisé par 1 moins P exponentielle moins PT au cube. Donc en fait, c'était le produit quotient de 4 facteurs. Et dans la question 1b, on a prouvé que cette quantité-là était supérieure ou égale à P, et donc par croissance de la fonction cube, eh bien, cette quantité-là au cube, donc 1 moins P exponentielle moins PT au cube, est supérieure à P au cube, qui est strictement positif. Donc le dénominateur de FP seconde est positif. Donc oui, pas de problème, hop, c'est positif. De plus, eh bien, 100 P cube, c'est positif, parce que P est positif, donc le levé au cube, ça reste positif, multiplié par 100, c'est positif. 1 moins P, c'est positif, puisque P est compris entre 0 et 1. Exponentielle moins PT, c'est positif aussi. Donc en fait, là, vous avez un produit de nombres qui sont tous positifs. Et il vous manque le dernier, c'est 1 plus 1 moins P exponentielle moins PT. Eh bien, 1 moins P exponentielle moins PT, on vient de dire, c'est positif, et vous lui ajoutez 1, ça reste positif. Donc en gros, là, vous avez que des facteurs qui sont tous positifs, c'est super, hein. FP seconde est positif, donc la fonction FP est convexe sur 0 plus l'infini. La question 4a, on vous donnait grand H, qui était 100 ln de 2 moins exponentielle moins t sur 2 plus 50t. On vous demandait de prouver que grand H était une primitive de f1,5 de t, c'est-à-dire dans le cas où p est égal à 1,5. Bien dans ce cas-là, alors déjà il fallait calculer f1,5. Alors f1,5, on remplaçait p par 1,5, on trouvait 100 fois 1,5 divisé par 1 moins 1,5 exponentielle moins t sur 2. 100 fois 1,5 ça fait 50. Moins 1,5 ça fait 1,5. En fait là l'astuce c'était de multiplier par 2 en fait pour retrouver 100 sur 2 moins exponentielle moins t sur 2. Alors pourquoi il fallait faire ça? Parce qu'en fait ça c'était l'argument de votre ln. Et c'est là qu'on se rendait compte qu'on était bien dans la bonne voie. Alors du coup la fonction grand H qui nous est proposée elle est bien dérivable et tout, il n'y a pas de problème, c'est somme, produit, composé de fonctions dérivables, donc il n'y a pas de souci, c'est bien dérivable sur 0 plus infini. Et donc H' ça va être 100 fois, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. La dérivée de ça, c'est moins 1,5, donc 1,5 exponentielle moins t sur 2, sur 2 moins exponentielle moins t sur 2, plus la dérivée de 50t, c'est 50. Donc 100 fois 1,5 ici, ça fait 50, exponentielle moins t sur 2 sur 2 moins exponentielle moins t sur 2 plus 50, vous mettez au même dénominateur. Ça fait 50 exponentielle moins t sur 2, plus 50 fois 2, moins 50 fois exponentielle moins t sur 2. Hop, donc 50 exponentielle moins t sur 2 ici, on se simplifie. Il va vous rester 50 fois 2, qui fait 100 sur 2 moins exponentielle moins t sur 2. Ah bah tiens, super, c'est f1,5. Donc, grand H, d'ailleurs, pas petit h, grand H est bien une primitive de la fonction f1,5 sur l'intervalle 0 plus infini. Donc vous disiez, on note mu le nombre grand H de 5 moins grand H de 0 sur 5, et on demande de calculer la valeur exacte de mu, puis une valeur approchée à la tonne près de la masse moyenne de crevettes sur les 5 premières semaines d'exploitation, sachant que la masse moyenne c'était le mu qui valait grand H de 5 moins grand H de 0 sur 5. Voilà, on remplaçait x par grand 5, t par 5 là-dedans, on trouvait 100 ln de 2 moins exponentielle moins 5 demi plus 50 fois 5, et après on prenait grand H en 0, donc moins 100 ln de 2 moins exponentielle moins 0 sur 2 plus 50 fois 0, et vous remarquerez ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on substitue là votre grand H de 0, on le substitue par toute une expression, donc je le mets entre parenthèses direct, je ne réfléchis même pas. Donc le tout divisé par 5. Alors, exponentielle 0 ça fait 1, 2 moins 1 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0, hop 0, donc tout ça en fait, tout ce qui est dans la parenthèse ça fait 0, pas de problème. Donc du coup on se retrouve avec 50 divisé par 5, 50 fois 5 divisé par 5, 50, 100 divisé par 5, 20, donc ça fait 20 ln de 2 moins exponentielle moins 5 demi plus 50, hop, ça c'est votre valeur exacte, et vous calculez la valeur approchée, ça fait 63,02, c'est-à-dire 63 à la tonne près.